donc un panel sur la formation, vocation, comment donner des ailes à la jeunesse. Je ne sais pas si le nombre de personnes dans la salle dénote de l'intérêt de la formation aujourd'hui dans le monde. Depuis ce matin, on entend dire des gens, des politiciens, des institutionnels, le secteur privé, enfin, oui, la formation, la jeunesse, il faut la former, on est là pour le faire, et finalement la réalité est ailleurs. Parce que quand il faut parler, prendre des engagements et dire ce qu'on fait pour cette jeunesse, on est aux abonnés absents. En tout cas, je félicite et je remercie ceux qui sont là, encore une fois, ainsi que les panélistes. Donc pour revenir à ce sujet qui est évidemment extrêmement important et crucial pour l'avenir du continent, il faut savoir qu'aujourd'hui, la population africaine, elle compte 1,3 milliard de personnes. Et ce chiffre il devrait doubler d'ici 2050 pour atteindre un peu plus de 2,5 milliards. C'est-à-dire qu'en 2050, un humain sur 4 sera africain. C'est pour dire à quel point aujourd'hui la population démographique africaine est importante. Et parmi cette population, près de 60% sont des jeunes de moins de 25 ans. Donc aujourd'hui, ces jeunes ont besoin de formation. Mais malheureusement, aujourd'hui, 8% seulement de ces jeunes Africains âgés de 18 à 24 ans sont inscrits dans l'enseignement supérieur. Quand vous comparez ça aux pays en voie de développement, où on est dans les 20%, dans les pays de l'OCDE, on est à plus de 40%. Donc tout est à faire. Et pour bien faire, il vaut mieux leapfrogger, on va dire, sur les échecs. On va pas essayer ne pas être pessimiste, mais on va dire on va aller de l'avant et voir comment mieux faire et gagner du temps pour ne pas reproduire les erreurs des autres pays, mais aller directement chercher des solutions pour cette formation, pour qu'elle soit mieux adaptée au marché de l'emploi. Et donc pour ça, nous avons donc le plaisir, comme j'ai dit, d'avoir d'éminents experts avec moi. Je vais commencer tout d'abord par professeur Moustapha Bousmina. Donc professeur, vous êtes, je pense, vous tout seul, quand je préparais mes notes, je me disais, professeur Bousmina, il faut 2 heures avec vous, tout seul, pour discuter. Parce que votre biographie, je pense que j'ai mis plus de 10 minutes à la lire. En tout cas, on est vraiment ravis d'avoir avec nous un leader comme vous. Vous êtes président de l'Université de Euromède de Fès. Vous êtes, comme je disais, un leader dans le domaine de l'éducation et la recherche scientifique et l'innovation. Vous êtes chancelier de l'économie, chancelier de l'Académie Hassan II des sciences et techniques et président également, comme je disais, de l'Université Euromède de Fès. Vous avez été nommé également président du Conseil africain des sciences de la recherche et de l'innovation. Donc ça témoigne vraiment de votre expertise et de votre influence dans le domaine de la recherche. Vous avez été nommé, classé par Stanford comme l'un des top 2% des chercheurs scientifiques dans le monde et parmi les Marocains les plus impactants et le Marocain le plus impactant en matière de recherche scientifique à l'échelle mondiale. J'ai envie de dire, tant pis pour ceux qui ne sont pas là, parce que vraiment on est très heureux nous de vous avoir avec nous. Peut-être pour commencer, professeur, on va peut-être revenir d'abord aux fondamentaux du sujet qui nous réunit. Donc commencer donc, avec tous les changements aujourd'hui importants qui s'opèrent dans les différents domaines. Comment repenser le futur de la formation universitaire et surtout de l'ingénieur de demain? Est-ce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on doit leapfrogger? Est-ce qu'on doit remettre carrément la méthode classique, verticale, de la formation de cet ingénieur? Est-ce qu'on doit la revoir et penser à un nouveau modèle? Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais féliciter les organisateurs pour cet événement, la première édition de cet événement, et j'espère qu'il soit pérennisé dans le temps. Bravo pour animer aussi cette table ronde. Effectivement, ce que nous avons constaté au cours des dernières décennies, c'est que nous vivons dans un monde en pleine évolution. Nous passons de crise en crise, nous vivons en ce moment encore des crises et tout est remis en question, y compris la gouvernance mondiale. Cependant, il y a un domaine où il y a, à mon sens, peu d'évolution, même s'il y en a, c'est le domaine de la formation, de l'éducation. Et pour ma part, je me concentrerai sur l'enseignement supérieur. Et je vais articuler mon commentaire autour de 3 volets, le comment, le quoi et le qui. Peut-être pas de manière segmentée, mais je vais essayer de répondre à votre question
en pointant un certain nombre de dysfonctionnements et en essayant de faire des propositions. Le premier constat sur le comment, c'est que depuis les scientifiques, les ingénieurs, on avait une attitude un peu arrogante et qui était, on faisait de l'autocélébration. À un moment donné, Je comprends. Pour rester juste sur le sujet, avant de donner la parole aux autres panélistes, professeur Bousmina, est-ce que clairement, là, vous qui avez fait les deux systèmes, donc anglo-saxon et système francophone, est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de montrer ce clivage entre les deux systèmes? Est-ce que, quelque part, vous ne dites pas que le système anglo-saxon offre ces solutions que le système francophone n'a pas réussi? Et puis après, je donnerai la parole à M. Chanceux. On essaie juste un peu d'animer, de comprendre finalement qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. En fait, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. En 30 secondes, si vous prenez un étudiant jusqu'au bac dans le système francophone, on bourre l'étudiant avec de l'information, on le bourre vraiment, c'est du gavage. Et quand vous arrivez au bac, versus un étudiant dans le système anglo-saxon, on ne forme pas l'être intellectuel, on forme l'être social. Il y a beaucoup de temps libre, il y a des cours qui se font à l'extérieur, il y a du sport, il y a des activités sociales. Et quand on arrive au bac, l'étudiant qui sort du système francophone, il a beaucoup plus de connaissances que le nord-américain. Par contre, quand on arrive à l'université, on constate dans le système francophone, il y a beaucoup d'échecs les premières années, inversement au système anglo-saxon, parce qu'on a formé l'être social, parce que quand on arrive à l'université, on n'habite souvent pas avec ses parents, on ouvre un compte bancaire, on gère ses amours, on gère ses amis, et l'étudiant nord-américain, en plus, il travaille et il est comme un poisson dans l'eau. Et quand on arrive à Bac plus 5, le système anglo-saxon rattrape le système francophone et il s'équivale. Et quand on va au doctorat, vous avez un doctorat nord-américain, il est là, et un doctorat francophone, il est là. C'est la réalité. Vous regardez en termes de publication, vous regardez en termes d'innovation, vous prenez par exemple le secteur des technologies de l'information. Peu d'innovations sont faites dans le système francophone. La plus grande compagnie dans le monde, dans le système, sont des compagnies anglo-saxonnes. C'est une réalité. Merci, professeur. Je ne diminue pas, mais c'est la réalité. Merci, professeur Bousmina. J'aimerais qu'on entende également Olivier Chanceux, monsieur Olivier Chanceux là-dessus, puisque vous êtes aujourd'hui directeur général du leader européen de l'ENAC, qui est l'École nationale de l'aviation civile, leader européen. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc vous répondrez peut-être à la question après. Avant ça, je voudrais juste parler un peu pour nos invités participants qui sont là. Je rappelle que vous avez un parcours également remarquable comme professeur Bousmina avec des postes clés au sein de la direction service de la navigation aérienne, de la direction générale de l'aviation civile. Vous avez également contribué à l'excellence de l'ENAC aujourd'hui. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que vous êtes ingénieur diplômé de l'ENAC et aujourd'hui, vous en êtes le directeur général. Et ça, je vous félicite pour ça. Vous avez choisi de vous orienter vers la formation alors que vous avez cumulé plusieurs postes techniques. Finalement, d'abord, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Est-ce qu'on retrouve quelque part cette notion de give back à la communauté parce que vous avez appris du technique? Qu'est-ce qui a fait que vous avez préféré justement vous rediriger vers la formation et puis par la suite peut-être rebondir sur la citation, enfin sur ce que disait professeur Bousmina par rapport au système francophone versus anglophone? Monsieur Chanceux. Merci et merci pour cette invitation. Alors qu'est-ce qui fait que... Alors je crois qu'il y a effectivement, on parle aujourd'hui d'aviation. L'aviation c'est un domaine tellement passionnant qu'il y a forcément effectivement ce donné de give back. J'ai vécu des années passionnantes et dans un secteur passionnant qui n'a pas cessé d'évoluer et qui permet de voir en quoi les compétences humaines sont indispensables. Donc ça, j'ai pu le voir tout au long de ma carrière et je pense que c'était tout à fait normal, au contraire. On le disait, il faut s'en préoccuper. Je pense aussi qu'après, le secteur de l'aviation, c'est dans sa nature, il y a une notion de transmission très importante. Je l'évoquais, que ce soit la formation de pilote, de contrôleur, tout ce qu'on veut. Ce sont un secteur où la transmission est fondamentale et je ne crois pas qu'on puisse se désintéresser de dire, ben voilà, je fais et puis derrière les autres. Donc, la boucle me paraît normale.
l'attachement. Alors moi, c'était l'attachement à l'école, même si c'était il y a 30 ans, mais je crois qu'il est très fort dans tout notre secteur. Ça doit être une force sur laquelle il faut s'appuyer. Après, je voudrais revenir sur ce qu'a dit le professeur pour dire que je partage complètement. Complètement, et sur les 3 points. Et c'est l'enjeu pour des établissements académiques. Alors, la pédagogie inversée, on y est. Enfin, je veux dire, on ne se pose pas la question. Hein, pour nous, en fait, le challenge, les étudiants, ils tombent très facilement. Là-dessus, la crise sanitaire a été un accélérateur. Nous avons été obligés de faire ça. Nous avons été obligés de changer la posture des processus. Il n'est plus le sachant qui donne. Il est au milieu de l'arène, questionné. Hein, ça aussi, c'est un vrai challenge pour nous. Il faut arriver à mettre des gens. Mais ça, je ne suis pas très inquiet. Enfin, il faut des moyens pour le mettre. Mais cette transformation, après, donc c'est tout un tas d'apprentissage par projet, l'apprentissage, c'est-à-dire que chez nous, quand les élèves arrivent, la première semaine, on les isole, on leur dit mais vous allez travailler ensemble, ce qui déjà ils ne savent absolument pas, apprendre à travailler ensemble, et vous allez nous résoudre, enfin vous essayez, je sais pas, construisez-nous un avion, une aile de quoi que ce soit. Et vous seriez sidérés des résultats. Ils n'ont pas fait d'école, ils arrivent à faire des choses. Donc ils ont déjà tout un tas de choses. Et voilà ce qu'il faut apprendre. Le second point, alors je ne sais pas si je partage tout à fait le constat mais oui, on doit apprendre à être beaucoup plus autonome et savoir faire. Donc le côté de connaissance, il y a tout un tas, vous avez Internet, ChatGPT, ça c'est des outils. Le rôle de l'ingénieur, il est effectivement celui-là, c'est-à-dire d'arriver à analyser, comprendre, reformuler, et éventuellement découper pour exploiter toutes les possibilités qu'on a. C'est indispensable en intelligence artificielle, c'est ce qu'on fait en intelligence artificielle, vous ne programmez plus, vous arrivez à utiliser tout ce qu'il fait. Donc ça, il faut leur donner. Et on a le même challenge en particulier dans l'aviation. Vous avez entendu toute la journée, on ne connaît pas les solutions technologiques de demain. Or, nous formons des ingénieurs qui ont 20 ans, qui, eux, devront être aux manettes en 2050. Et vous n'avez pas leur enseigner les moteurs de demain, on ne les connaît pas. Vous n'avez pas enseigné un pilote, même, c'est la même chose. Donc, il faut les rendre autonomes, capables d'être tout au long de la vie en capacité de comprendre. Donc, il faut absolument transformer cette éducation en une éducation de solution. Je suis tout à fait d'accord avec vous, vraiment en savoir et savoir-faire évoluer. Ça, c'est vraiment notre enjeu. Je vous remercie pour votre retour et c'est intéressant de voir également ce qu'en pense aujourd'hui l'industrie parce qu'on a longtemps reproché une déconnexion entre le monde de l'emploi, le marché de l'emploi avec le monde académique et je pense qu'aujourd'hui vous serez tous d'accord que ça a changé et qu'on voit justement une adaptation des programmes de formation académique, que ce soit dans le secteur aéronautique ou tous les autres secteurs de pointe. Et là, je me retourne vers M. Ali Rezki. Vous êtes donc le VP Product et Sustainability chez Michelin. Donc vous êtes évidemment un leader dans l'industrie. On n'a pas besoin également de vous présenter. Vous avez lancé plusieurs initiatives de durabilité dans l'entreprise. Est-ce que finalement, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez des personnes à employer? J'ai envie d'être simple. Est-ce qu'aujourd'hui le monde académique arrive à fournir une formation adaptée à ce que vous avez, à vos besoins aujourd'hui dans le marché, et notamment dans des sujets qui sont aujourd'hui des sujets d'actualité, que ce soit des sujets de transition économique, transition énergétique, de transition d'innovation technologique. Est-ce qu'aujourd'hui ces programmes sont adaptés ou est-ce que vous êtes obligé, vous le faites déjà très bien, de lancer des initiatives parallèles de programmes de recherche et développement, d'innovation pour pouvoir accompagner ces jeunes beaucoup plus dans le marché de l'emploi? Très bien. Je vais répondre à plusieurs questions, dont certaines qu'on n'avait pas posées. On a encore quelques 30 minutes pour en parler. Moi, je suis plus optimiste que mes éminents collègues. Aujourd'hui, on arrive à trouver des étudiants de qualité sur le marché de l'emploi. Et que ce soit dans le domaine du durable, que ce soit dans le domaine du durable, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, la qualité, on l'a aujourd'hui. Après, si j'ai un reproche à faire aujourd'hui par rapport à ma génération, quand on était rentré dans l'industrie, c'est qu'on trouve que des bases scientifiques manquent aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que les étudiants manquent de bases. Parce qu'avoir des bases scientifiques assez solides, ça vous permet d'avoir des réflexes, ça vous permet justement d'apprendre à poser un problème, sans chercher à la résoudre. Si vous n'avez pas de base, vous ne saurez pas poser un problème. Donc, vous pouvez le poser correctement. Et là, il y a ceci. Il y a un souci que j'observe en Europe de l'Ouest, que j'observe aussi dans certains pays du Maghreb que je connais.
Ça, c'est ce que je constate. Et je trouve aussi que le système suit. Aujourd'hui, on arrive les grands industriels ont pris le virage du durable ces dernières années, ou ces 2 ou 3 dernières années, mais les universités avaient accompagné assez vite. Hein. C'est-à-dire, on a des masters dans plein d'endroits où les gens apprennent du durable. Il y a aussi des liens qui sont de plus en plus forts, du moins en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, entre l'industrie et la recherche universitaire. On peut faire beaucoup mieux, mais je trouve que c'est positif. Et si je réponds à l'une des questions que vous n'avez pas posées, donc celle-ci, elle porte sur la jeunesse, mais en Afrique. J'allais y revenir comme deuxième point. Mais allez-y, allez-y. Je peux y aller maintenant ou j'attends? Finalement, les industriels, ils sont... J'attends. Vous êtes pionniers. Non, allez-y. Justement, qu'est-ce que vous faites? Je sais que vous faites beaucoup d'initiatives justement pour le rapprochement du Nord et le Sud. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Pour moi, quand on parle de durable, en fait, il ne faut pas parler que de CO2, que de décarbonation. Le durable, c'est aussi l'accessibilité, c'est aussi la circularité, c'est aussi la bonne utilisation de la matière. C'est tout ça, le durable. Et c'est aussi l'accès au savoir et l'accès à une vie digne, qu'on soit né riche ou pauvre, hein, dans le Nord ou dans le Sud. Donc si on veut sauver cette terre, il y a des gens qui parlent maintenant de travailler pour un monde meilleur. Moi je ne dis pas ça en fait, je ne travaille pas pour un monde meilleur, je veux sauver ce monde. C'est ça l'objectif, c'est le sauver, c'est pas le sauver. Donc il faut une vraie solidarité entre le Nord et le Sud. Parce que la jeunesse elle a besoin d'espoir et elle a besoin de perspectives, et de perspectives concrètes. Ici on n'a pas, je parle vrai, hein. En Afrique, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'espoir. Regardez tous les bateaux qui traversent tous les jours. Et ce ne sont pas que des jeunes, non éduqués, non diplômés. Non. Donc si on n'a pas d'espoir et si on n'a pas de perspective, il ne se passera rien. Et pour ce, d'après moi, il faut que le Nord devienne réellement solidaire. Réellement solidaire, ça veut dire investir dans la R&D, pas de l'assistanat comme quelqu'un le disait tout à l'heure, mais dans la R&D. Ici, tout le monde y gagnera. Le Nord et le Sud, réinventer des business models basés sur le partage. Tout le monde y gagnera. Je vais m'arrêter là. On va ouvrir le sujet. Effectivement, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et peut-être pour rester sur cette dynamique africaine, je me retourne vers professeur Bousmina. Une petite souris m'a dit que vous étiez passionné par la magie quand vous étiez enfant. Donc finalement, est-ce que vous avez aujourd'hui une baguette magique pour transformer cette éducation? Je sais, on a dit tout à l'heure, vous êtes également président de l'ARCIC. Donc vous avez un rôle extrêmement important pour cette jeunesse, pour ce capital africain, pour pouvoir l'inspirer, influencer et surtout mieux adapter, comme je disais tout à l'heure, au marché de l'emploi. Quelle est votre baguette magique pour aider ces jeunes Africains? Et notamment dans des secteurs de pointe, comme on a dit, comme l'industrie aéronautique, aviation ou autre. J'ai aucune baguette magique. Malheureusement, je dois vous décevoir. Mais vous l'avez utilisé pour le remettre de fès, puisqu'aujourd'hui, c'est un vrai succès au niveau africain. Donc, si je reviens sur l'Afrique, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes à peu près 1,3 milliard de personnes, presque proche de 1,4 milliard. Nous arrivons vraisemblablement à 2,5 milliards à l'horizon de 2050, 4,5 milliards à l'horizon de 2100. 1 sur 4 des terriens sera africain. Il y a à peu près 11 millions d'étudiants africains qui arrivent chaque année sur le marché d'emploi. Les pays africains ne créent que à peu près entre 4 à 5 millions d'emplois. Le reste, il va dans l'informel. Cette jeunesse qui a moins de 20 ans, moyen d'âge, versus plus de 30 ans ailleurs dans le monde, peut être transformée en dividende économique si on sait lui préparer, comme l'a dit mon collègue, un environnement propice pour qu'il puisse exprimer ses talents et qu'il puisse s'épanouir et regarder l'avenir avec optimisme. Autrement, ça va être une source de violence et ça va être une source de fracture. Et vous pouvez ériger toutes les barrières que vous voulez entre cette Europe et cette Afrique, rien n'y fera. Si vous avez 1 milliard de personnes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Rien de mieux. La solution, ça serait de trouver les solutions ici, en Afrique, pour les Africains. Et moi, avant d'aller demander quoi que ce soit comme aide ailleurs, le Maroc plaide pour une collaboration sud-sud
très forte. Nous sommes capables de faire aussi des choses. Le Maroc, je vous dis des chiffres à propos de mon pays, sans ostentation et sans que faire de l'autocélébration. Sincèrement, c'est un pays qui n'a rien en termes de ressources naturelles. Pas grand-chose. Nous avons certes du phosphate, mais nous n'avons pas grand-chose. Nous n'avons ni pétrole, ni gaz, ni rien. Et pourtant, grâce à une vision très forte du roi du Maroc et grâce à la mobilisation de la population, je vous donne des chiffres. Et je le dis vraiment sans ostentation. Le Maroc actuellement est le premier producteur automobile en Afrique. Ça varie entre le premier et le deuxième. Parfois premier, parfois deuxième avec l'Afrique du Sud. Première plateforme de l'aéronautique. On est dans l'aéronautique. Première plateforme de l'Afrique. De l'Afrique. C'est ici au Maroc. Premier port de cargo en Afrique, y compris par rapport à la Méditerranée, même par rapport à la France et par rapport à l'Espagne. Premier producteur de fertilisants en Afrique. Première station d'énergie renouvelable, pas simplement en Afrique, parmi les meilleurs dans le monde. Premier producteur, entre premier à troisième, quatrième, agricole en Afrique. Premier exportateur de sardines, une boîte de sardines que vous achetez dans le monde, elle est fabriquée ici au Maroc, une sur deux, fabriquée ici au Maroc. Premier TGV en Afrique, beaucoup de choses, les banques marocaines sont parmi les plus performantes en Afrique, il en est de même pour les assurances. Qu'est-ce qui a fait que ce pays, qui n'a rien, et quand même il fait des... Pas au niveau de l'Europe, certes, mais l'effort est là. Je pense que les Africains, il est temps qu'ils comptent sur eux-mêmes. Bien sûr, tout en étant ouverts sur le monde. Bien sûr, collaborer avec qui voudra. Mais il faut qu'ils comptent sur eux-mêmes. Moi, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, ne laissez personne, absolument personne, même pas vos parents, même pas vos frères et sœurs, vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable, si vous avez la volonté, vous êtes capable de faire des choses. Bien sûr, en collaborant avec les autres. Je pense que le volet formation est un élément clé pour le développement de l'Afrique. Il faut que les Africains puissent compter d'abord sur eux-mêmes, bien sûr, tout en étant ouverts sur le monde. Donc, je réponds à votre question concernant l'Afrique et la formation en Afrique. Nous avons les universités marocaines, et j'ai avec moi le vice-président de l'Université internationale de Rabat, mais il y a d'autres aussi, l'Université Mohamed VI. Ils sont très ouverts sur les pays africains. Moi, dans mon université, dans notre université, il y a 43 nationalités qui se côtoient, aussi bien du nord que du sud. Il en est de même dans les autres universités. Et beaucoup de nos amis africains viennent se former. On a aussi des étudiants marocains qui vont dans d'autres pays africains. Et je pense que cette collaboration, il faut l'encourager, il faut... Et puis introduire les innovations. On n'est pas plus intelligent que les autres, mais on n'est pas plus stupide que les autres. On est juste comme tous les autres. Je suis à 100% d'accord avec vous, professeur Bousmina, mais quelque part, il y a un problème et on va mettre un peu le pied dans le plat. Cette jeunesse, effectivement, elle est formée, elle est de plus en plus formée, il y a de plus en plus de partenariats, de coopération sud-sud, mais on n'est pas quelque part en train de former ces jeunes qui, je n'ai pas les chiffres en tête, mais qui finalement vont finir dans des industries européennes et qui ne restent pas dans leur pays de formation. La formation, elle est excellente, mais comment faire en sorte pour les garder? C'est ça la question. Et puis après, rapidement, on pourra en reparler après. Rapidement, je ne jette pas le blâme sur les pays européens ou bien sur les autres pays qui dénichent un peu nos compétences. C'est à nous de préparer l'environnement qu'il faut. Si on n'est pas capable de préparer l'environnement qu'il faut, il n'y a pas raison pour arrêter cette jeunesse. Il n'y a pas moyen pour arrêter l'espoir, pour arrêter les ambitions des personnes. Je pense qu'à un moment donné, on discutait sur le fait qu'il faut empêcher les gens à qui on a payé la formation de ne pas partir. Non, on laisse les gens partir là où ils veulent. Et s'ils trouvent
un environnement adéquat, propice, ils reviennent. Mais- Moi, je suis revenu. Je Il y a beaucoup reviendrai. de gens qui sont Ouais. revenus. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui reviennent au Maroc. Et il faut préparer l'environnement. Si on ne fait rien et on dit non, mais vous devez venir, non. L'être humain veut vraiment le meilleur pour lui, pour sa famille, etc. Si on arrive... Vous savez, en ce moment, ce que fait le Maroc, en ce moment, pour moi, c'est le plus grand projet que fait le Maroc, c'est en ce moment. C'est la généralisation de l'assurance maladie et de la sécurité sociale pour tous les citoyens marocains, qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas. C'est déjà un socle extrêmement important. C'est le premier en Afrique qui fait ça. Il n'y a aucun pays africain qui a fait ça. Et si on arrive à travailler sur l'éducation et sur la santé, ces deux éléments importants, alors oui, le Maroc peut-être peut capter, peut garder ses enfants, mais il peut être aussi le réceptacle de plusieurs autres pays voisins. On aimerait peut-être écouter quelques industriels parmi nous dans la salle. Le président du GIMAS, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je vous donnerai peut-être la parole plus tard, parce que je pense que les industriels ont un autre avis là-dessus. C'est peut-être une réalité, mais aujourd'hui, on va aller vérifier directement est-ce que c'est vrai ou pas. Je reviens vers Monsieur Chansou, toujours pour rester dans cette dynamique africaine. Je sais qu'aujourd'hui, l'ENAC, donc vous avez un certain nombre de partenariats avec des institutions justement africaines pour encourager cette jeunesse africaine avec de la coopération Nord-Sud. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette... Est-ce qu'il s'agit d'accueillir des jeunes étudiants ou est-ce qu'il s'agit carrément d'aller délocaliser l'ENAC et créer de nouvelles institutions similaires dans le continent pour justement encourager ces jeunes à rentrer dans ce domaine innovant tout en restant dans leur pays d'origine? Alors nous, on travaille effectivement sur ces... presque même plutôt maintenant sur le second volet. Le premier existe et c'est une vocation d'une école, je vais dire, d'accueillir toutes les nationalités. Donc évidemment, brasser des talents, différentes origines, surtout dans l'enseignement supérieur, où on est dans des parcours, des constructions, et c'est très très bon. Donc forcément, on essaye d'attirer des talents qui soient d'Afrique, d'Amérique, d'Asie. Ça, c'est un jeu un peu normal, quand on vise un peu l'excellence, et de brasser. Mais derrière, oui, le modèle est là. Peut-être qu'on essaie de l'adapter aussi à... Alors, on est aujourd'hui sur l'aérospace. On sait bien qu'il y a on va dire des trous. Et il faut aller. Et il n'y a pas vocation, ce n'est pas le rôle de la France, ce n'est pas ce rôle-là. Par contre, il y a des choses qu'on sait faire pour mettre en place et accompagner ces établissements d'enseignement supérieur où il y a toutes les compétences en Afrique. Franchement, moi, je vois quand même beaucoup d'universités. Alors, leur donner oui, c'est-à-dire que partager, c'est-à-dire que on évoquait tout à l'heure les transformations digitales, pédagogiques qu'on a à faire. Le fait que, dans l'aviation, on a beaucoup d'innovations à prendre. À plusieurs, c'est quand même beaucoup plus facile à absorber. Mais ça passe par des échanges de professeurs, mais pas par la construction d'un campus. Enfin, là, personnellement, surtout de manière technique, ce n'est pas l'intérêt de faire ça. Par contre, oui, on a, alors ça c'est peut-être propre à l'aviation, on a une activité, on est caractérisé par deux faits. Un, c'est une activité mondiale. C'est pas vraiment, mais vraiment mondiale, et avec une réglementation mondiale. On fait la comparaison par rapport à ça. Oui, l'OACI, ça parle à tout le monde. On a un spectre. Donc c'est très facile de se comprendre. On a tous à faire la même chose en appliquant les mêmes règlements pour une... Et donc c'est assez facile de faire ce type d'échange, d'aller porter. Et pour une activité mondiale, je veux dire, que ce soit n'importe quel avionneur, constructeur, une compagnie, c'est peut-être qu'elle va partir d'un pays A, mais elle doit arriver dans le pays B. Donc forcément, elle a envie d'avoir les compétences aussi du pays dans lequel elle va atterrir. Donc tout ça, ça prouve vraiment qu'il faut juste partager. Ça se fait, donc avec un institut. Et ce n'est pas pour moi des notions d'aller mettre des campus. Les campus, ils existent. Il faut apporter plutôt comment on partage. Tiens, l'un va savoir faire. Par contre, il y a des trous. Regardons la formation de pilote. Si vous faites la moyenne entre Airbus et Boeing, je crois qu'ils estiment d'ici 2035 350 000. Le manque. La capacité mondiale actuelle permettrait de former 120 000 sur les 350 000. Et sur ces 120 000, il n'y a même pas 10 000 qui seraient formés en Afrique. Alors que les besoins sont tout autres en termes de répartition. Voilà, ça c'est des constats simples. Et on voit bien qu'il faut arriver. Il y a sûrement des... Donc finalement, vous allez encourager les industriels à rentrer dans la formation plutôt. C'est plus rentable, je pense, mais que c'est mon l'industrie. message. Ils ne peuvent pas s'en désintéresser. C'est au contraire.
on l'a tous dit, nous, on peut apporter des aspects académiques. Mais je reviens à votre première question. Si peut-être j'ai fait le choix d'être ingénieur pour venir, parce que c'est indissociable de notre secteur. Tout à fait. Il faut s'y investir et on doit aller les chercher au moment où ils sont encore jeunes, leur montrer toute la passion qu'il y a dans ce secteur, les écouter évidemment le besoin de l'industrie. On est quand même dans un secteur où ça doit être appliqué en anticipant et en apportant un savoir-faire d'enseignement supérieur, un savoir-faire académique qui forme des esprits. Hein. Mais après, pour des activités, et là, ce sont les industriels qui doivent venir. Et justement, merci pour la transition, parce qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure, des gouvernements, ils ont leur rôle, les pays, ils ont une vision globale, vous avez les centres, les écoles de formation, mais évidemment, les industriels aujourd'hui, ils ont une part très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que Michelin, vous travaillez énormément sur la recherche et développement, sur l'innovation? Vous avez parlé tout à l'heure de cette transmission entre le Nord et le Sud. Est-ce que aujourd'hui, vous arrivez à développer des projets pour encourager justement cette formation, cette jeunesse africaine? Je vais peut-être donner un exemple. Aujourd'hui, quand vous voyez la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si on a des amis ivoiriens avec nous, l'industrie de l'EVA, l'EVA aujourd'hui, c'est le premier, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial d'EVA donc pour l'industrie pneumatique. Est-ce que vous travaillez avec ces pays-là pour la recherche et développement, mais avec cette jeunesse africaine? Qu'est-ce que vous leur donnez comme moyen pour les encourager à aller vers ça? Tout à fait. Je répondrai sur 2 ou 3 axes. Donc le premier, on travaille avec cette jeunesse, avec ces pays depuis très longtemps, y compris avec des universités qui sont en Afrique. Et on travaille avec elles comme si c'était des universités européennes ou américaines. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que ce ne sont pas des sous-labos ou des sous-étudiants. Ce sont des étudiants, des chercheurs à part entière qui ont une très très grande valeur. Et certaines collaborations ont 10, 15 ans. 15 ans de celle que je connais. Hein. Ça veut dire que ça tient, ça marche. Sinon, l'industriel arrêterait. Quand un truc ne marche pas, on arrête. Et puis, on s'investit beaucoup, alors en Afrique, mais aussi en Asie. Hein, là, on a des plantations. On s'investit beaucoup dans le tissu local. C'est-à-dire, on apporte aux gens l'éducation, des fois. On leur apprend à lire et à écrire. On apporte aux gens des manières de gérer, des bases de gestion de leur plantation. On essaye d'être réellement, socialement responsable. Donc on fait ça. Et sur un autre plan, que j'ai pu pratiquer moi-même pendant de nombreuses années, j'avais coutume de dire que quand on sort de la fac ou de l'université, on ne sait rien faire. Vous prenez pas mal, hein, on sait faire des choses. Mais entre ce qu'on apprend et le vrai monde, c'est autre chose. Donc on apprend à travailler, à utiliser ses capacités et son apprentissage quand on est coopté, accompagné par des gens. Comme disait le professeur Bousmina, learning by doing. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on fait aussi avec certains étudiants qui viennent d'Afrique, pour des raisons diverses et variées. Hein. Souvent c'est personnel, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour moi, c'est un domaine clé sur lequel l'Europe peut aider. Parce que former des jeunes en Afrique, c'est bien, mais une vraie formation, il faut qu'elle se termine dans l'industrie au sens large. Donc là, il faudrait qu'on prenne plus de jeunes, qu'on garde une sorte d'alternance pendant 6 mois, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Ils apprendront. Et là, ils rentrent. Et s'ils rentrent en Afrique et qu'ils ne trouvent pas de boulot, ils se barrent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, il faudrait que l'époux aussi, vous avez pleinement raison, s'ils veulent avoir une sécurité sociale, ils veulent avoir des routes propres, ils veulent avoir s'ils ne l'ont pas, ils ne les ont pas. Vous n'allez pas les attacher. Vous leur demandez de rembourser leurs études, ils les rembourseront, ils partiront. Par contre, leur donner du rêve, de l'espoir et des perspectives, je reviens sur le durable, on a une mine d'or en Afrique sur la circularité. On vous parle beaucoup de décarbonation. Oui, il faut absolument baisser les émissions. Mais demain, les ressources seront rares et coûteront très cher. Donc, entrer dans les économies circulaires, c'est-à-dire avec du vieux, je fais du neuf, ou avec quelque chose, je travaille 2 fois plus que maintenant, ça va être clé pour réussir cette opération de sauvetage de la planète. Et africain moi-même, je sais qu'on est doué ici. C'est-à-dire il y a le potentiel ici. Et là, c'est une mine d'or. Mais il faudrait que les gouvernements, il faudrait que les gens mettent de l'argent. Vous n'allez pas demander aux jeunes qui n'ont rien, qui viennent de milieu familial où il n'y a rien, d'aller investir tout seul. Je ne peux être que d'accord avec vous sur la circularité. Effectivement, nous-mêmes, au niveau de l'ONUDI, nous avons lancé plusieurs programmes dans le monde, et notamment au Maroc,
dans ces sujets, notamment d'économie circulaire, parce que c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, si vous ne recyclez pas, il faut produire, il faut recycler, il faut pour pouvoir pérenniser justement l'industrie. Pour rester dans les domaines un peu sociétaux, et puis après, je donne peut-être... je sais que le minuteur a commencé avant nous, donc on va tricher un peu sur les minutes. Professeur Bousmina, il y a un sujet qui est important, qui est certes transverse, mais je pense qu'il est important, c'est l'aspect genre. Je sais qu'aujourd'hui, finalement, est-ce que l'ingénierie attire autant peu les femmes qu'avant, ou est-ce qu'aujourd'hui, ces métiers de pointe, vous avez parlé d'intelligence artificielle, on parle d'industrie 4.0, on a d'ailleurs un projet intéressant avec vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez justement en considération pour mieux ramener la femme dans ces nouveaux métiers, notamment dans les universités? Alors, il y a un constat, je ne peux parler que du Maroc. Je n'ai pas de chiffres à l'échelle internationale. Le Maroc, il y a quelques années, on avait moins de femmes dans l'ingénierie, plus de femmes dans les métiers de biologie, médecine, médicale. La courbe est en train de s'inverser. En tout cas, pour notre université actuellement, nous avons, par exemple, vous avez cité l'intelligence artificielle, nous avons la seule école dans l'espace euro-méditerranéen africain d'ingénierie uniquement dédiée à l'intelligence artificielle. Sur 5 ans, les gens ne font que l'intelligence artificielle. La majorité sont des femmes. On comprend votre amour pour ChatGPT, monsieur. Mais pas uniquement, j'ai fait des nouvelles technologies. Je pense que ça serait bien que les étudiants, que nous on l'introduit dans les cours, tout le monde utilise ChatGPT. Dans les autres secteurs d'ingénierie, aussi en génie mécanique, génie électrique, peu par contre en génie civil de femmes. Vous avez raison. Là, nous lançons un projet extrêmement important d'une usine 4.0 sur le site de l'université pour opérer la transition numérique des entreprises, où il y a des entreprises qui sont sur le site de l'université avec des ingénieurs et des chercheurs. Et là, on trouve par contre beaucoup de femmes à tous les niveaux. Je pense qu'une société qui met à l'écart 50% de sa population, à vrai dire 50% de ses compétences, ne peut pas aller très loin. Les femmes sont, sincèrement, dans certains domaines, sont plus brillantes que les hommes. Je m'excuse. Je m'excuse. Dans beaucoup de domaines, chez nous, les meilleures sont des femmes. Chez vous, je pense, pareil. Vraiment, les femmes sont un moteur formidable. Ils réfléchissent, ils ont une capacité d'analyse sur certains sujets qui sont beaucoup plus pertinentes que ce que nous avons, nous. Je ne peux qu'être d'accord. Merci pour ce témoignage. Voilà. Un dernier round de questions pour M. Chansou et M. Rezgui, puis après j'ouvrirai les questions. Pour rester dans les domaines de sustainability, aujourd'hui, vous savez tous, l'Union européenne a, donc, pour rester dans le domaine également de l'aviation, donc a lancé la stratégie Flightpath, et aujourd'hui, l'ENAC fait partie, en tant que leader européen d'éducation et de la formation dans le domaine, l'un des acteurs de cette accélération. Concrètement, j'ai vu dernièrement que vous avez lancé des hackathons avec d'autres étudiants dans ces domaines justement de transition énergétique, de décarbonation, de tous ces sujets. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez comme métier transverse à ces étudiants? Alors, métier non. Enfin, nous, on propose plutôt des programmes. Programmes plutôt. Alors, on va reprendre. Enfin, mais c'est les exemples qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des sensibilisations dès leur entrée. C'est-à-dire que par contre, il y a des connaissances de base qu'il faut avoir. C'est-à-dire, donc ça c'est le rôle d'une école, de leur faire comprendre. C'est de leur faire connaître les leviers identifiés. On ne peut pas être à l'école de l'aviation civile. Donc ça, par exemple, c'était très simple. Enfin, on a une trentaine de formations initiales, que ce soit les contrôleurs, les pilotes. On les met tous ensemble pendant une semaine et on les sensibilise. Par contre, on les sensibilise, ce n'est pas des cours magistraux, ce sont des ateliers. On leur fait faire, vous devez connaître ça. Il y a la fresque du climat. Nous, on a construit la fresque aéronautique. Centré sur voilà, ce genre d'atelier où au moins tous, quel que soit leur niveau, Bac plus 3, Bac plus 5, sortent sensibilisés. Après, vous reprenez évidemment formation par formation. Les pilotes, on va les sensibiliser à l'écopilotage. Une partie de nos opérations se font maintenant sur des avions électriques. Je prends ça. Sur les contrôleurs aériens, vous allez leur apprendre à faire des trajectoires directes. Donc ça, il faut l'installer après dans chacune des formations. Mais il faut déjà avoir un socle, mais qui est l'occasion de faire de l'apprentissage inversé, enfin de l'innovation pédagogique.
Parce que ça, eux, ils l'ont lu, ils en ont conscience. Il faut juste, par contre, ce qui est notre rôle, vérifier. Il y a un socle scientifique qu'il faut avoir. On est dans une école d'ingénieurs, donc il faut le socle scientifique. Après, par contre, on essaie de leur faire travailler des projets, proposer. Donc après, c'est eux qui ont l'initiative. L'hackathon que vous mentionnez, qui avait lieu le week-end dernier, c'est 200 étudiants de 15 écoles. C'est eux qui le montent. C'est eux qui posent les avions, c'est eux qui proposent des solutions. Et je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup d'industriels et qui étaient charmés, quoi, ravis de dire, ben voilà, tiens, moi j'ai une idée, une boîte à ultrasons qui va peut-être éliminer les fameux contrails par rapport à ça. Est-ce que je peux recycler des avions? Enfin, en 48 heures, ils vous sortent tout un tas de solutions. C'est eux l'avenir, c'est sûr. C'est magique, Monsieur Reski. J'aimerais vous poser une question et là peut-être une requête. Aujourd'hui, en tant qu'industriel, si vous deviez demander à nos centres de formation, si vous deviez anticiper vos besoins en tant qu'industriel, quels seraient ces programmes spécifiques qu'on pourrait lancer? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un peu partout, on a besoin de soft skills, on a besoin d'un certain nombre de skills importants pour le développement. Mais si vous deviez anticiper les besoins en formation pour l'industrie, de quoi on peut parler? La réponse est la question, donc je réponds au tac au tac. C'est l'objet de cette discussion. Mais juste en termes de besoins, vous avez parlé de durabilité par exemple, de circularité. Non, je sais faire. Ne me m'aidez pas. Donc, moi, ce qu'il faut pendant les 20 prochaines années, ce qui va nous occuper, c'est l'eau durable sur le plan technique, l'eau durable sur le plan business, l'eau durable sur le plan sociétal. Moi, je ne dissocierai pas les trois. C'est-à-dire, j'aimerais que dans les écoles, les universités et les facs, qu'on sorte des gens sensibilisés à ces trois domaines-là. Et pour tout vous dire, dans l'industrie, on n'y est pas encore. Donc, on fait des fresques du climat, on fait des analyses du cycle de vie, on est propre. Hein. C'est pas mal hein, ce qu'on fait. Mais c'est bien, ne serait-ce que pour partager un vocabulaire commun. Par contre, aller vers cette dynamique sociétale, vers cette dynamique business, dire qu'on va apprendre à partager, on va apprendre à se faire confiance avec l'écosystème, on n'y est pas. Donc, et ça ne peut venir que de l'école. Et les jeunes, quand ils sortent, quand ils rentrent dans l'industrie, ils sont certes jeunes, mais ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Donc, il faudra qu'on leur donne plus de connaissances. Et qu'ils osent. Il faudra qu'ils osent. Oser. Merci, Monsieur Reski. Peut-être je vais me tourner, on me dit à la régie qu'il nous reste quand même 5 minutes. J'aimerais me tourner vers la salle pour voir déjà si vous avez des compléments. Monsieur Karim Cher, ou des questions aux panélistes. Vous êtes parmi les leaders français et marocains dans justement la recherche et développement. Je pense que vous avez piqué la baguette magique de Monsieur Bousmina, parce que vous aussi... Je n'ai rien piqué du tout, et puis il n'y en a pas. Tout d'abord, merci pour la qualité de cet échange. On ne parle pas forcément de technologie, on parle de la durabilité et de la formation. Mais la formation est un sujet majeur. Dans l'écosystème aéronautique, nous avons presque réglé le problème de la formation des techniciens. Pour la simple raison, c'est qu'en 2011, en partenariat avec l'État, on a fait financer notre propre institut, donc qui appartient aux industriels et qui est géré par les industriels. Donc les lauréats qui rentrent et qui sortent, ils répondent aux besoins, ils travaillent. Donc on ne laisse personne sur le bord de la route, parce que le taux d'insertion est autour de 99%. Donc c'est un modèle qui marche. Il a ses imperfections, mais globalement ça marche bien. Quand on monte un peu au niveau de l'ingénierie, les ingénieurs, on se source dans les écoles d'ingénieurs, qu'elles soient françaises, anglo-saxonnes ou marocaines, pour lesquelles on fait un complément de formation au métier. Donc ça prend un peu plus de temps, ça coûte à l'industriel. Donc l'année dernière, parce que nous sommes habitués à secouer un peu le cocotier, avec le ministère, alors ça a concerné deux secteurs, l'automobile et l'aéronautique, secteur fortement exportateur. Donc avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le patronat, la CGEM et le ministère de l'Industrie, nous avons signé une convention pour la formation de 100 000 ingénieurs et techniciens supérieurs, mais pas la formation telle qu'on la connaît aujourd'hui. On se regarde en chien de faïence avec nos écoles d'ingénieurs et nos universités, en disant non, c'est de ta faute, toi tu formes mal. Et puis il dit mais on en forme, mais vous n'employez pas.
aujourd'hui, la condition de réussite, c'est que les industriels et le secteur privé seront impliqués dans le mode de formation. Pour qu'on puisse se dire, ben voilà, vous nous avez demandé, nous on demande aussi à l'implication des industriels dans des conférences, je pense que c'est chez Bousmina, vous le faites, à l'ENAC, c'est la même chose, où il y a des industriels qui participent, par le biais de conférences, des interventions, etc. Aujourd'hui, moi, un point qui me perturbe fortement, c'est qu'on a des compétences, quand on les forme comme ça, on les accompagne, c'est que du jour au lendemain, on peut se retrouver avec des cadres qui partent. On va parler. Oui, justement, c'est pour ça que je réagis. Donc, on se dit, bon, on les a formés, la mobilité, on ne peut pas l'empêcher. Mais une mobilité anticipée et réfléchie, dans des pays qui aspirent nos ressources, on ne peut pas savoir un industriel qui perd 20 personnes fortement, avec une bonne expérience, etc., qui partent, bah, on recommence. Et puis on dit, bah, on ne peut pas empêcher les gens de partir. Si l'environnement, d'ailleurs il y a eu des études sociologiques qui ont été faites, la majorité de ceux qui partent expérimentés de chez nous, ils ne partent pas forcément pour un salaire meilleur. Ils partent pour le cadre de vie. Vous avez parlé de la protection sociale, des infrastructures, l'environnement propice, donc on y travaille, on y arrivera. Mais moi, ce que je souhaiterais vous questionner sur la génération Z, on n'a pas évoqué. J'ai eu le plaisir de participer à une conférence, merci Bousmina, à la CGM. Ça, c'est un sujet qu'il faudrait qu'on s'en préoccupe, parce que la génération Z sont les décideurs de demain. Et je ne veux pas faire le sociologue à 10 francs dissous, mais il faudrait qu'on se préoccupe réellement, parce qu'aujourd'hui, les attentes sont énormes par rapport à cette génération. Moi, je suis génération papy boomer, donc je suis bien avant, et on n'avait pas les attentes qu'ont aujourd'hui les générations Z. Nous, quand on reçoit des élèves, enfin des stagiaires à Lima, il faut voir comment ils rentrent, comment ils sont quand ils rentrent, et comment ils sont quand ils sortent. Et là, c'est le jour et la nuit, et les jeunes, ils travaillent, ils se construisent. Nous avons des élèves de Lima qui ont commencé en tant que techniciens, aujourd'hui sont des patrons d'usine. Patronnes. Donc, Ce sera peut-être l'objet d'un autre panel. Allez-y, monsieur Bousmina. Je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, il y a la formation technique. Et ça, il faut avoir un socle solide de formation. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses que l'étudiant ou bien le technicien, et moi j'étais témoin des techniciens qui rentrent à Lima. J'ai vu ceux qui sont rentrés et j'ai eu l'occasion de voir ceux qui sont sortis. Enfin, la même promotion. Une transformation radicale. Et c'est ça que doit faire l'université. Nous, on a 7 piliers en dehors de la formation technique. Le premier pilier, c'est les langues. L'anglais. Bien sûr, ils étudient en français et en anglais. Là, on s'achemine plus. Maintenant, on va transformer au fur et à mesure en anglais. Puis ils choisissent une 3e langue. La langue, ce n'est pas simplement le vecteur de transmission des connaissances. Il est à la base aussi de génération des connaissances. L'anglais, pourquoi l'anglais? C'est simplement parce que la plus grande bibliothèque du monde, ça s'appelle Internet. Et le contenu de cette grande bibliothèque, il est majoritairement en anglais. Essayez de dialoguer avec ChatGPT en français ou bien en espagnol ou en italien. Bousmina, vous avez des parts dans ChatGPT? Ah non, j'ai pas de parts. Essayez de faire essayez de faire ça en anglais, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple en anglais qu'en français. En tout cas, bref. Premier pilier sont les langues. Deuxième pilier, nous leur enseignons la philosophie aux étudiants, à tous les étudiants, les ingénieurs. La philosophie, l'esprit critique, la façon de questionner, de poser des questions, et il n'y a aucun tabou. Troisième élément, c'est le développement durable.
Bravo pour la philosophie. Hein. Voilà. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Bravo. Voilà. Le développement durable, ils ont des cours sur le développement durable, mais aussi par des industriels. Quatrième élément, c'est ce que vous avez dit, je partage entièrement, c'est la responsabilité sociale de l'étudiant. Sociale et sociétale. Ils ont des projets où ils font des projets à impact social et sociétal, ils peuvent le faire n'importe où dans le monde. Quatrième élément, cinquième élément, c'est la mobilité internationale. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils aillent expérimenter d'autres modes de vie, etc., pour sortir du nombrilisme. Sixième élément, c'est en bon français, IT literacy. Ils doivent apprendre à utiliser les technologies de l'information et de communication. L'ignorant de demain, même d'aujourd'hui, c'est celui qui ne sait pas utiliser les nouvelles technologies et qui vraiment diffuse partout, qui pénètre toutes les choses. Mais je suis d'accord avec Sibnchir, c'est qu'il y a la formation technique solide, et puis il y a d'autres, ce qu'on appelle les soft skills, power skills, professional skills. Exemple, nous les étudiants, s'il arrive 2 minutes en retard, il ne rentre pas en classe. Parce que quand il va travailler, il doit se présenter à l'heure. Il doit remettre le rapport à l'échéancier précis. Il doit savoir comment rédiger et pas simplement résoudre quelques équations. Merci beaucoup, M. Bousmina. Je demandais peut-être, on va prendre deux questions. Je sais qu'on est un peu en retard. La première rangée, puis ensuite... allez-y, monsieur. Si vous pouvez, je pense que vous pouvez l'ouvrir. Oui, je pense. Ne touchez rien, elle est ouverte. 1, 2. C'est bon? Oui, on s'entend. Écoutez, moi, on parlait de formation. C'est très bien. Déjà là, le panel est très intéressant. C'est vraiment magnifique ce que vous faites. Là, il y a 2 méthodes. Il y a, on fait tout et on pose des questions après, ou bien, au fur et à mesure, le public pose des questions. Donc, quelle est la bonne méthode ou la mauvaise méthode? Peu importe. Mais moi, à mon avis, si on fait tout, on pose des questions, on a le temps d'oublier, parce qu'un sujet nous fait oublier un autre, etc. etc. C'est mon cas. J'avais tellement de questions à poser aux éminents professeurs que maintenant, j'en ai quelques-unes, ce qui est dommage. Oui, à ce moment-là, il faut écrire. Voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Mais je ne sais pas, peut-être qu'on vous a dit de faire comme ça, donc tout le monde fait la même chose. On va dire, d'abord, on va écouter, on va suivre un peu la thématique et généralement, c'est ce qui se fait, et on ouvre la parole. Je vais me retourner vers M. Bousmina et ensuite vers l'ENAC. Alors, pour la formation... Vous pouvez juste vous présenter, M. Benbrahim, on a entendu tout à l'heure, il se présentait. Alors c'est Nordine Laroui. Voilà. Je suis un ancien ex-pilote Royal Armor, etc., ancien formateur. Bon, c'est pas la peine que je déboule tout ce que j'ai fait. En parlant de formation, est-ce que vous allez sûrement savoir qu'aux États-Unis, les enfants, avant de rentrer à l'école, ici c'est 5 ans, 7 ans, je ne sais pas, pour qu'ils rentrent à l'école, je ne sais pas. On ne les accepte pas, on doit les laisser chez eux, avec les parents, parce que la meilleure formation, c'est les parents. L'éducation, c'est les parents, au départ. Ensuite, quand on les amène dans une école, moi je vous parle de cas concrets, la première année où ils sont à l'école, les enfants n'ont pas une table et des chaises comme nous on a fait. Ils travaillent par terre, c'est-à-dire assis. Et le professeur tourne pour qu'ils aient cette sensation de liberté, qu'il n'y a pas le maître qui est là, qu'on les surveille. Il n'y a pas de surveillance, on les laisse. Et c'est comme ça que les enfants se développent par la suite. Je reviens à ce que vous avez dit, etc., pour le développement. D'accord. Maintenant, revenons, je vais remonter crescendo pour la formation. Nous, on a eu une formation. Est-ce que c'est notre formation qui est meilleure que celle d'aujourd'hui ou l'inverse? Parce qu'on peut revenir en arrière et dire, est-ce que nos parents ont eu une meilleure formation que nous? Je n'en sais rien. Moi, je sais que mon père a eu un certificat d'études primaires. Et quand je vois comment il écrit et comment l'écriture, avec la plume sergent-major, comment il parle, je dis c'est un niveau de docteur, pas de CM2. Et avec un diplôme certificat d'études primaires, il a réussi à travailler, à rentrer dans l'État, à travailler, devenir administrateur d'État, etc., etc., par la suite.
Maintenant, la formation, je ne sais pas, franchement, moi je vous pose la question. Est-ce que la formation d'avant est mieux qu'aujourd'hui ou pas? Et je vais sauter à ça. Je passe à l'ENAC. Bon, je me suis présenté, je suis pilote. Ce que j'ai fait, moi, pour avoir mes certificats, et Dieu sait qu'il y en avait, vous devez le savoir. 14. Oui, 14, exactement. C'est énorme. Et on a fait la formation pendant 2 ans. C'était 8h midi, 2h, 6h. Et tous les jours, même le samedi matin, pour être pilote, pour devenir pilote. Je ne vous donne pas, je fais fi de la sélection, etc. C'est une fois qu'on est admis, etc. Bon. Et tous mes certificats que j'ai passés, c'était la question, il fallait prendre le stylo et écrire. On écrivait. Donc ça, vous le savez, M. Bouspina. Maintenant, c'est des QCM. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure du chiffre 350 000 et 100 000. Moi, ça m'a interpellé. Est-ce que c'est des formations de pilote cocotte minute, comme on dit, entre parenthèses, ou c'est de la vraie formation? Parce que là, je suis un professionnel du métier. Moi, je dis, tout à l'heure, M. Bouspina, vous avez parlé de solutions, etc. Vous savez qu'Airbus, maintenant, quand il y a un problème dans un avion, il y a un tableau sur un écran et qui nous disent ce qu'il faut faire. Et dans cet ordre-là, et on est obligé de le faire. Ça, c'est Airbus. Boeing, c'est autre chose. Boeing, ils ont des checklists. Quand il y a un problème, on le voit, et on va chercher dans les documents la page qu'il faut, et on la travaille à 2. Il y en a un qui lit et l'autre qui exécute avec toutes les méthodes. Je ne vais pas faire un cours d'aéronautique, de pilotage. Donc, la formation des QCM, une réponse, 4 questions ou 3 questions, etc., est-ce que vraiment ça fait partie de la vraie formation des pilotes? Et ça, je vous parle en connaissance de cause. On était en France, on ramenait nos pilotes marocains en France pour qu'ils s'habituent. Les écoles françaises, je ne dirais pas lesquelles, mais de renommée, de grande renommée, nous ont dit qu'on avait une excellente méthode de formation par rapport à la France. Parce que la France, ils ont voulu diminuer les coûts et on est passé tous les pilotes sont passés au simulateur. Il y a un monsieur pilote, un grand monsieur, je ne sais pas s'il est vivant encore ou pas, il m'a dit, ils ont tout fait au simulateur. Quand ils font leur premier vol, ils rentrent dans un cunam, ou ils s'approchent dans un cunam, ils ne savent même pas ce que c'est une turbulence réelle. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas si... voilà. Monsieur Bouspina, rapidement Oui. peut-être. Merci beaucoup, Monsieur Laroui. Heureusement qu'on n'a pas ouvert le débat plus tôt, finalement. Parce qu'on serait resté là jusqu'à 21h. Voilà. D'abord, Bouspina. merci, Monsieur Laroui. Je salue la famille Laroui qui sont des pilotes, il y a des écrivains très connus au Maroc, il y a des médecins que je connais, Laroui, vraiment une famille. Voilà. Donc, franchement, c'est une grande famille dont on est fier. Maintenant, à la question, est-ce que la formation d'avant était mieux ou pas? Sincèrement, moi, chaque fois, j'entends qu'on dit avant, c'était mieux. Et je ne suis pas sûr que c'était mieux. On disait même la vie était mieux avant. Non, avant, on mourait à l'âge de 40 ans, il y a juste au début du siècle dernier. On est à une espérance de vie de 80 ans. Au Japon, on est 88 ans. Au Maroc, on est autour de 80 ans, 79 ans, 80 ans. En France, un peu plus. J'ai les enfants. Moi, j'ai un enfant de 16 ans. Franchement, je me sens comme un Cro-Magnon vis-à-vis de lui. Quand il s'agit de technologie de l'information et de communication, il est rapide, il est capable, il réfléchit différemment. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est ce que disait tout à l'heure Sib Nchir, cette génération Z, elle est différente de la nôtre. Moi, je ne prendrai pas la prétention pour dire que j'étais meilleur qu'eux. Ils sont différents, ils ont différents moyens d'apprentissage et de communication. Nous, on parlait, quand on travaille par projet,
et je suis tout à fait d'accord, on parlait de l'intelligence collective. Eux, ils parlent de l'intelligence connective. Ils sont connectés ensemble, ils travaillent ensemble. C'est un autre mode de pensée. Et je ne pense pas, moi, je n'oserais pas dire, je n'aurais pas la prétention de dire que je suis meilleur que cette génération. Ils sont différents, ils sont très percutants, ils sont très pertinents. Et dans des domaines, je me sens un Cro-Magnon devant eux, sincèrement. Merci, M. Bousmina. M. Soul, pour question par rapport à la formation au pilotage. Alors, juste pour bien préciser, hein, tout ce que font les écoles, ce sont des formations. Les tests sont ensuite faits, c'est pour obtenir une licence. Et ça, ce n'est pas la responsabilité des écoles, je le rappelle. Hein, c'est la responsabilité des États. Et donc là, on applique. Après, vous avez tout à fait raison. Et dans toutes les écoles de pilotage, il y a de tout. Il y a de tout. On va trouver des formations de pilotage de type low cost et de type d'excellence. Qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce que ça va être les heures de simulateur, les heures de vol? Oui, c'est un gros facteur contributif, mais c'est évident. Et là, c'est le rôle de l'ENAC. L'ENAC ne forme absolument pas tous les pilotes français, on en forme une toute petite partie. Par contre, l'État français a souhaité qu'à travers l'ENAC, il y ait une référence d'excellence pour dire, là, c'est ça que chaque école devrait faire. Alors après, dans le marché du privé, ça existe, donc il faut aussi réguler par le bas. Ça, c'est pas notre rôle. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Vous avez trop de rêves où on vous dit pour X 1000 euros, vous allez avoir une licence de pilote. Non, enfin, c'est pas ça la sécurité. Il y a un rôle à garder. Et je pense qu'un des enjeux, c'est justement de montrer la plus-value. La plus-value dans un métier de pilote, ou comme vous l'avez dit, un cockpit d'aujourd'hui ne ressemblera pas au cockpit de demain, et c'était pas du tout comme c'était il y a 20 ans, et où les compétences du pilote évoluent. Et donc il faut les préparer à autre chose. Donc c'est pas justement en remplissant des QCM qu'on va faire ça. Hein, donc c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut se remettre en question en permanence pour dire quelles sont les compétences attendues. Les compétences attendues des pilotes évoluent. Avant on était plus sur la manière, là maintenant on gère des systèmes, on gère des environnements complexes avec des pressions vraiment importantes. C'est ça qu'il faut arriver à faire passer comme message. Et le rôle des acteurs de formation, il est là. Et d'interpeller ensuite les autorités de régulation pour dire, attention, vous gérez la barre qui va bien en termes de sécurité, de compétences. Et bientôt l'avion sans pilote. Dernière question, et puis deuxième rangée. Non, mais justement, pour rester dans cette évolution, c'est rapide, s'il vous plaît, vraiment 2 minutes, et puis après, on lâche la salle, parce qu'on a la plénière de clôture qui va commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà. Donc, merci aux panélistes. Donc, on ne peut que s'inscrire, en tout cas, dans le débat et les échanges, c'est d'actualité. Mais je voudrais aussi remercier et féliciter les organisateurs et leur demander de multiplier ce type de rencontres. On met un peu l'académique et l'industriel, croiser les regards pour, en tout cas, travailler ensemble et tirer les leçons. Moi, je pense que le monde est en train de changer, ça a été dit de plusieurs manières. Les axes d'intérêt aussi sont en train de bouger. On a beaucoup parlé de l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, elle est en train de devenir le centre d'intérêt du monde pour plusieurs raisons. C'est là où il y a la croissance dans l'avenir, c'est le grenier de l'Afrique. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'initiatives qu'il faut saluer. Et saluer l'effort sans faire de l'autosatisfaction, l'effort national, en essayant de promouvoir un nouveau modèle d'université. Donc, c'est Bousmina en a parlé. Et ce modèle d'université aujourd'hui, il est conscient des enjeux mondiaux, à la fois de la recherche, mais également de la formation. Et il est en train de s'adapter. Et le rapport avec les industriels, aujourd'hui, il est en train de changer. Et parmi les catalyseurs de ce changement, puisque ce sont des universités qui veulent s'inscrire dans l'international, dans la visibilité internationale, attirer des compétences, attirer des enseignants-chercheurs de par le monde. Si on forme des gens qui partent, on réussit également à faire venir en tout cas, notamment dans le domaine de la recherche, ça ne pose aucun problème aujourd'hui de faire venir des chercheurs de renom. Pourquoi? Parce qu'on réussit à créer un écosystème. Et c'est là où, à mon avis, cette partie-là, il y a également les pouvoirs publics qui ont un rôle à jouer. Les politiques publiques ont un rôle à jouer pour créer un écosystème qui permet de garder ce qu'on forme, mais également d'attirer d'autres. Mais on ne peut pas empêcher la mobilité des gens. On est dans un monde de plus en plus
mondialisée. La pression se fait sur les ressources humaines bien formées. Et je pense que malgré bon gré, on arrive à former voilà, des personnes, en tout cas, qui font leur chemin par la suite là où ils vont. Le rapport avec les industriels, aujourd'hui, si Bousmina le sait bien, les accréditations internationales sont un moteur très très important pour les programmes de formation. Et quand on veut avoir une accréditation internationale de type américain ou de type européen comme IBET ou CTI au niveau, on est obligé de former ou de proposer des cursus avec les industriels. Et aujourd'hui, c'est les démarches qui sont faites. On forme et on fait appel aux industriels pour réviser le cursus et il y a des régulièrement. Qui ont été signés voilà. Et les déterminants aujourd'hui de l'université, en tout cas moderne, pour parler que ça a été dit de plusieurs manières, c'est dans quelle mesure on est responsable je dirais, de la formation, on est dans la durabilité, on est dans la responsabilité sociale, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un axe qui est intégré d'une manière ou d'une autre à travers les projets de recherche, les mini-projets de recherche des étudiants. On est en train de changer, on est en train d'évoluer, et je pense on est vers un modèle d'enseignement universel. On n'est plus dans le monde francophone, dans le monde arabophone ou anglophone, mais il y a une tendance pour aller vers un monde universel. Merci beaucoup, parce que vous nous avez avez fait gagner beaucoup de temps, parce que je n'aurais pas à faire de conclusion. Vous avez très bien synthétisé notre panel. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup.